La Matmut vous présente la quotidienne. La quotidienne, ça continue en direct sur LCN et cette deuxième partie, c'est le supplément. Et qui dit supplément, dit Régis. Je suis en supplément. Régis Legrand. Vous êtes notre supplément, mais notre très bon supplément. Et si vous êtes là, Régis, c'est parce que dans cette nouvelle formule que nous inaugurons aujourd'hui, eh bien, à la fin de la quotidienne, on vous retrouve à travers... Sport en scène. Sport en scène, voilà. Sport en scène que vous avez bien connu, qui était l'émission... Oui, Mais c'était en 2013, hein, c'était une hebdo. Voilà. Eh bien, on vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure dans Sport en scène. Et puis on reviendra sur le derby Évora-SPO. Avec on sera au cœur du jeu. Au cœur du jeu, très bien. Ça vous va bien, Régis, d'être au cœur du jeu. Accueillons tout de suite nos prochains invités, Laetitia Maisonneuve et puis Jacques Tanguy. On va revenir à vous très vite. Pour l'instant, voilà, on va vous parler un petit peu de météo pour que vous voyez tout de suite ce qui vous attend demain. Demain, ça sera donc mardi 11 février. Eh bien, le ciel sera très couvert, comme vous le voyez en matinée, avec des pluies éparses possibles sur la pointe de Caux et du vent. Alors, du vent en rafale jusqu'à 80, et oui, malheureusement, 90 km/h même. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de 4 à 6 degrés le matin, avec notamment 5 degrés sur la côte. L'après-midi, ben vous voyez, l'après-midi, la pluie va faire son retour, cette vilaine pluie, sur tout le territoire. Ça faisait longtemps. Le territoire au normand avec des températures, là encore, entre 5 à 8 degrés. Et alors, toujours du vent d'ouest, avec des rafales, pouvant aller jusqu'à même 100 km/h du côté du Havre. Le ciel, si ça va bien, se dégagera en soirée. Et nous aurons peut-être quelques éclaircies. Vous voyez, donc, pas encore de quoi se réjouir demain avec le ciel. On a vraiment hâte, hein, Régis, que ça s'améliore, et puis Félix aussi. Demain, donc, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes, et le soleil se lèvera à 8h12, il se couchera à 18h08, pour être très précis. Voilà. Et les températures au Neubourg? Les températures au Neubourg, 6 degrés. 6 degrés au Neubourg. Très bien, Sylvain, bravo. Bah justement, au Neubourg, il est question de dessins animés depuis le 1er février jusqu'au 9 mars. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Laetitia Maisonneuve, qui est chargée de communication à la mairie du Neubourg. Alors, ce festival, c'est déjà une vieille histoire, 6 ans, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est la 6e édition. Donc le principe reste le même depuis le départ. On a 5 semaines d'exposition. Donc ça a commencé le 1er février, c'est jusqu'au 9 mars. Et on va avoir 2 semaines phares de projection et d'animation dans notre salle de cinéma. D'accord, alors 3 expositions, hein. Vous pouvez peut-être nous mettre un peu l'eau à la bouche et savoir ce qu'on va y découvrir? Alors, on a une exposition à la Maison du Tourisme qui présente un petit peu l'ensemble du programme. Et alors après, plus précisément, au musée, dans notre salle du musée, nous avons une exposition sur La Belle au bois dormant. Ce sont de très belles images, de très belles vues de ce dessin animé créé dans les années 50. Le film, en fait, à sa sortie, n'a pas eu un très gros succès, mais c'est un très beau film avec des très belles images, des très belles illustrations. Et là, c'est pour mettre en avant... Je vois que Régis acquiesce. Êtes-vous spécialiste de La Belle au bois dormant? Il faut savoir, sur les dessins animés, la plupart du temps, hormis dans les années 90, même, tous les dessins animés n'avaient pas un gros succès, parce que c'était très ciblé pour les petites filles ou pour les petits garçons après. Et après, évidemment, il y a eu le Roi Lion, par exemple, qui a commencé à créer beaucoup de monde au cinéma. Mais sinon, avant, les plus récents, les plus grosses audiences au cinéma avec chez Disney, c'est sur les derniers. Hein, c'est Toy Story, par exemple, entre autres. Vous êtes d'accord, Jacques? Oui, tout à fait. Mais est-ce que je peux poser une question, oui. charmante voisine? C'est vous qui êtes l'auteur de Belle et la Bête? Ah, pas du tout. Vous savez pas? C'est une Rouennaise, figurez-vous. Ah ouais? La Belle et la Bête, dont on parle le temps actuellement? Pas la Belle, Sylvain. Belle et la Bête. Ah, Belle et la Bête, pardon. Elle s'appelait Marie, le prince de Beaumont, née pas loin du Gros Horloge, au XVIIIe siècle quand même, une éducatrice qui, dans un de ses livres qui s'appelle Le Magasin des enfants, a fait ce conte complètement oublié. Walt Disney ne le cite même pas dans son film, et même dans les films antérieurs, on ne la citait pas non plus. Voilà, je voulais vous apporter ce petit complément, si vous voulez. Excellente précision, Jacques, merci.
Et justement, en termes de programmation, on essaye d'être assez varié. Il y a du manga, du film d'animation, il y en a pour tous les goûts. C'est très très varié, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Parce que donc, quand on pense dessin animé, on pense aux enfants, mais il y a beaucoup de films qui peuvent être vus par enfants et par adultes. Il y a différents niveaux de lecture. C'est un peu l'image de Shrek. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis voilà, il y a des allusions, des jeux de mots que les petits vont pas comprendre. Les petits vont juste voir les images, la petite histoire, le côté marrant. Et donc, même dans la manière dont sont faits les films, dans la beauté des films, on a du manga, là, comme on voit. On a des films un peu plus de l'animation plus moderne, en fait, de la 3D ou des choses voilà, plus virtuelles. Donc il y a vraiment tout ce type de dessin animé qui est proposé pendant le festival. Et beaucoup d'animations à destination des plus jeunes. Voilà, oui. Donc il va y avoir la sortie du film Lego. Donc, en gros, ça vient de sortir aux États-Unis, c'est le gros box-office. Donc, nous, on va voir ce que ça va donner en France et au Neubourg. Et donc, par rapport à ça, on propose aux enfants 5-12 ans de faire une construction Lego et de faire un petit concours amical. Vous pouvez y aller, Jacques, vous voyez. Oui, tout à fait. Oui, très bien, très bien. Mais je pense, Sylvain, vous êtes plus de la génération Lego encore que moi, je pense. Génération oui, Lego. On a tout là-dessus, c'est intéressant. Non, moi je suis de la génération Lego, vous avez raison. C'était les mécanos aussi. Oui. Moi, je suis plus de la génération mécano. Dans les choix, vous avez fait comment on choisit? Parce que chaque année, il y a beaucoup de dessins animés. Est-ce que par rapport au succès des moments, est-ce que vous voulez montrer des dessins animés que les gens ont un peu moins vus? Alors là, pour cette année, c'est un peu particulier. On a beaucoup de nouveautés. Il y a des dessins animés qui ne sont pas encore sortis, qu'on va voir en sortie ou qui viennent tout juste de sortir. Donc au moment où on a choisi les films, on n'avait pas le recul savoir ce qui allait sortir ou pas. Donc là, c'est pour la 6e édition, c'est un petit peu... pas un risque, mais c'est une nouvelle tentative. On a beaucoup de nouveautés. Donc on va voir si ça plaît ou pas. Très bien, on sait tout. Les prix accessibles, c'était l'idée également? Oui, alors ça, oui, c'est vraiment une volonté de la municipalité de faire une animation pour tous, pour occuper les familles. Et donc on a un tarif unique de 5 €. Donc 5 € la place de cinéma, ça vaut le coup. Il y a même des systèmes de passe festival pour avoir plusieurs places à moindre coût encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Laetitia Maisonneuve et en quelque sorte, d'une certaine façon, on reste dans le dessin animé puisqu'on va vous emmener dans un jour en Seine-Maritime maintenant au Détective Hôtel dans lequel il y a une chambre Tintin, Tintin reporter, Tintin dessin animé et hop là, on regarde ça tous ensemble. On a créé le Détective Hôtel en 2008. Ça s'appelait l'Hôtel de la Poste. Et nous, on voulait dynamiser un petit peu l'image de l'hôtel afin de peut-être de cibler une clientèle différente, une clientèle qui a envie de s'amuser et d'aller dans un hôtel un peu hors norme. On a 16 chambres à thème. Il y a un endroit aussi pour les enfants. Il y a un bar dans lequel il y a des jeux, des livres, etc. Beaucoup de choses sont à disposition. Dans les chambres, il y a des énigmes. Il y a certaines chambres où c'est vraiment pas flagrant de trouver un indice. Donc quand ils sont là, au bout d'1 ou 2 journées, on nous a envoyé des photos compromettantes de vous, et il faut que vous la retrouviez. Exemple dans Sherlock Holmes. Dès la première année, je crois, on a été aux 2e année, on a été guide du routard. Je mets toutes les plaques devant l'hôtel, et chaque année, ça amène de la couleur. Et sinon, on doit être au moins dans une dizaine, douzaine de guides. J'aime les objets pour lesquels les gens, les fabricants ont mis vraiment toute leur âme. Et à partir des vieux objets aussi, j'aime bien les recycler pour en faire d'autres objets, etc. Mais ça, c'est la surprise, il faut venir à l'hôtel pour voir tout ça. J'étais gendarme durant 20 ans et les 12 dernières années, je les ai passées à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale où j'étais expert en empreinte digitale. Et donc voilà, et ma femme était passionnée de romans policiers, donc ce qui fait qu'on a fusionné les deux et ça a donné le Détective Hôtel. Sur les sites de réservation, il y a très peu de photos, mais c'est voulu, parce que si les gens voient les photos et rentrent dans la chambre, il n'y a plus de secret. C'est très simple, on est à côté de la mairie, on va dire, on est à 300 mètres des falaises. Donc, Étretat, ça reste petit. Et puis, il y a beaucoup de gens qui mènent l'enquête. Alors, on a encore eu des gens la semaine dernière qui cherchaient l'hôtel de la Poste, ils ont tourné 1 heure.
sais pas vous, ça donne envie? Oui, c'est pas mal. Hein, ça nous rappelle d'ailleurs au plan des thématiques de chambre, Jacques, ça fait penser à l'Hôtel de l'Europe à Rouen. Vous le connaissez cet Hôtel de l'Europe? Très bien. Avec très ses bien. chambres, Oui. on l'a reçu d'ailleurs dans une émission économique il n'y a pas tellement longtemps sur LCN. Il y a notamment une chambre rock où on se croirait backstage avec des guitares électriques, Les Dogs. des flycases. Les Dogs. Ah bah oui. Ah bah oui, bah bien c'est sûr. une forme Oui, d'hommage aux bah Dogs, oui. hein, bien sûr, et Bah au rock, oui. et au rock rouennais. Alors, on passe maintenant à un peu d'histoire, et ça va nous passionner. Notre historien préféré, Jacques Tanguy, va nous parler du pont Mathilde, de son histoire, mais plutôt même des ponts Mathilde, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui, j'aime bien la nuance. Les ponts Mathilde. Déjà, on étonne en disant ça, les Oui, ponts Mathilde. Bien sûr. Bah oui, ça remonte loin d'ailleurs. Puisque le premier pont en pierre permanent à Rouen s'appelait le pont Mathilde. Déjà. Ah oui, On est à quelle époque, là? au milieu du XIIe siècle. Ce pont Mathilde porte le nom d'une personnalité normande. La femme de Guillaume. Eh ben non. Non, mais exprès. Mais c'était un piège. Moi, je suis tombé C'était dedans, un je piège. tombe Non, dedans. non, vous le connaissez, non? La femme de Guillaume, la reine Mathilde, en d'autres termes, Mathilde de Flandre, l'épouse donc de Guillaume le Conquérant. Non, là nous avons la petite fille. Ah oui, il y a de la famille quand même. C'est de la famille Il y a quand de la famille même. Mathilde l'empresse, car elle avait été impératrice, excusez-moi du peu, mais impératrice d'Allemagne. Elle avait épousé l'empereur d'Allemagne. Elle avait été couronnée impératrice. Les Allemands la considèrent, leur histoire, comme étant une de leurs impératrices. Veuve assez jeune, elle était rentrée chez son papa, comme quoi les enfants de l'époque étaient bien élevés. Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Et elle arrive en plein drame. Toute la jeunesse dorée de Normandie avait disparu d'un seul coup, dans un naufrage. La Blanche-Nef, un sujet amusant d'ailleurs, la Blanche-Nef. Ce bateau, Esneck Drakkar, on n'est pas loin, hein, Esneck, qui avait été construit par Henri pour aller de Normandie en Angleterre pour réunir différentes parties de son royaume. Le jour de l'inauguration, un peu comme dans le Titanic là, hein, vous voyez, jour de l'inauguration, dû fêter assez largement l'événement. Bref, en sortant du port de Barfleur, la Blanche-Nef éperonne un étoc, c'est-à-dire un rocher souterrain, et coule. Tous les héritiers du royaume sont morts. L'héritière, c'est Mathilde. On a bien fait de revenir. Ah On a oui, bien fait de revenir à ce moment-là. vous imaginez le parti que c'était. Parce que celui qui l'épousait devenait ipso facto duc de Normandie et roi d'Angleterre. Intéressant. Il doit y avoir une file d'attente à la porte de sa chambre à coucher, je présume. C'est un Français qui a gagné d'ailleurs. Il s'appelait Geoffroy Plantagenet. Un Français, hein, l'Anjou, vous voyez, la vallée de la Loire. C'est comme ça que les Plantagenets sont rentrés dans l'histoire commune de la Normandie et de l'Angleterre. Et Geoffroy Plantagenet est certainement le constructeur d'un pont de pierre impressionnant, qui est resté très longtemps au centre de la ville. Et comme c'était un galant homme, il l'appelait du nom de son épouse, le pont Mathilde. Superbe pont de pierre qui est resté pendant très longtemps jusqu'au XVIIe siècle, près de demi-millénaire. Et l'avantage de la pierre, c'est que quand un camion-citerne brûle, ça ne se déforme pas. Et paf dans l'actu. Bien joué, Voilà. Sylvain. Et le pont que vous venez de voir, d'ailleurs, le pont Mathilde, a été nombreuses fois représenté. C'est le cas, par exemple, dans ce fameux livre des fontaines de Jacques Lelieur, où on voit très très bien le pont. On voit aussi d'ailleurs qu'il a subi quelques péripéties, que par moments, des arches qui s'effondraient dans la Seine. D'autres moments, on les effondrait volontairement d'ailleurs pour garantir la sécurité de la ville. Et tout ça était complètement inutilisable et irréparable au début du XVIIe siècle. On va décider d'abord de mettre un bac, d'où le nom de rue du Bac, pour l'une des rues de Rouen. Puis on l'a remplacé par un pont extraordinaire, un pont de bateaux. Oui, 19 bateaux amarrés les uns à côté des autres, qui montaient et descendaient avec la marée. Tellement remarquable d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, Diderot et d'Alembert, dans la grande encyclopédie, vont choisir le pont de bateau comme étant l'exemple même du travail de charpenterie. Extraordinaire, hein. Il y a deux planches magnifiques dans la grande encyclopédie représentant ce pont de bateau. Alors bien sûr, il a fallu construire d'autres ponts après. On a construit un pont de pierre. C'est l'époque de Bonaparte, de Napoléon Ier plus exactement. Un pont de pierre
qui va s'appeler le pont de Pierre, tout simplement. D'ailleurs, parce qu'entre-temps, Bonaparte avait disparu politiquement. C'est pas lui qui l'avait inauguré? Non, c'est en 1828. Non, Non, mais au contraire, la question était tout à fait intéressante. Non, il aurait dû s'appeler le pont impérial ou le pont Napoléon. Mais comme Napoléon avait disparu, il va s'appeler le pont royal. Bon, le pont royal. Exactement la position et la forme du pont actuel. Pont en métal, en pierre, bien sûr, comme son nom l'indique. De l'actuel pont Mathilde. De l'actuel... Non, de l'actuel pont Corneille. Corneille, ça c'est pour moi. Puisque, voilà, Sylvain, chacun son tour. Chacun son Et tour. donc, le pont en question va s'appeler le pont royal, mais bien sûr, en 1848, il n'y a plus de roi. On va avoir une bonne idée. On va l'appeler le pont Corneille. Il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Enfin, c'est plus tout à fait le même, il a été refait, bien sûr. Alors, on a construit ensuite un pont suspendu à l'emplacement du pont Boieldieu actuel. On appelait aussi le pont fil de fer, construit d'ailleurs par des spécialistes. C'était pas le pont transbordeur, ça. Non, on n'y est pas encore, Sylvain, on n'y est pas encore. égalité. Ah, voilà, exactement. J'ai failli la poser aussi. J'avais noté de toute façon les points chacun. Hein. Et oui, le pont en question avait été construit par les frères Seguin. Non, pas ceux de la Chèvre. Hein. Non, je vous rassure tout de suite. Un rapport avec l'île Seguin? Un petit peu. Un demi. J'étais aussi à l'île Seguin. Rachette, il a remonté un petit peu. Oui, les frères Seguin étaient des bâtisseurs de ponts et également Marc Seguin est l'inventeur de la chaudière tubulaire, permis l'essor du chemin de fer, par exemple. Eh bien, ils avaient la spécialité de faire des ponts privés. Ils avaient une concession de 100 ans, mais une quarantaine d'années après, la ville a racheté la concession pour faire un pont Boieldieu à l'emplacement de l'ancien pont Mathilde et l'emplacement du pont Boieldieu actuel. Ensuite, eh bien, il va y avoir un pont spécial qui va être construit, remarquable, le fameux pont transbordeur. On y arrive. Oui, Sylvain, je crois, votre grand-père vous en a parlé, je pense. Mais exactement. Pont transbordeur. Jusqu'au bombardement, c'est vrai. Alors, le pont transbordeur se trouvait à peu près là où est le pont Guillaume le Conquérant maintenant, au bas du boulevard des Belges. C'était une nacelle qui, supportée par des câbles très, très hauts et qui va donc traverser en 1 minute et demie à peu près la Seine. Qui supportait un chariot sur lequel les véhicules pouvaient prendre place. C'est tout à fait remarquable. Je vous invite à aller voir mes amis du musée maritime et fluvial. Ils ont une de très belles maquettes représentant ça. Tous les ponts sautent en 1940. Et donc, après la guerre, il faudra les reconstruire. On va commencer par le pont Corneille en 1952, puis en 1954, le pont Boieldieu, puis on va construire un nouveau pont, le pont Jeanne d'Arc, puis le pont Guillaume le Conquérant, et puis le dernier. Enfin, l'avant-dernier. Alors, Jacques Tanguy, merveilleux conteur qu'on écouterait pendant des heures. Pour terminer, s'il fallait construire à Rouen un 7e pont, comment aimeriez-vous l'appeler ? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Du tac au tac. Je vais vous le dire tout de suite parce que j'avais milité pour que le pont Flaubert... Est-ce que ça ne serait pas le pont de Verrazzano ? Tout à fait, exactement. En 2 mots, pourquoi ? Parce que Jean de Verrazzano à l'origine, mais devenu français, naturalisé français pratiquement. Un Italien bien sûr, était installé à Rouen. Il a organisé toutes ses expositions à partir de Rouen. On peut le considérer comme En 2 mots, Jacques, en 2 mots. Il allait où ? C'est la conclusion de la chronique. Et donc, vous nous dites ? Donc, pont de Verrazzano, parce que ça aurait été extraordinaire, ce serait extraordinaire d'avoir un pont Verrazzano à Rouen et un Verrazzano à New York, et puis faire partir le marathon de Rouen du pont Verrazzano, et puis pourquoi pas une course de bateau partant du pont Verrazzano à Rouen pour aller au Verrazzano de New York. On ferait l'actualité, je crois. Si votre idée, Jacques Tanguy, qui était de qualifier ce pont Flaubert de pont Verrazzano n'a pas été retenue cette fois-ci, elle le sera peut-être la prochaine fois, votre idée, pour le 7e pont. Peut-être. Voilà, merci beaucoup. On vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine chronique historique, Jacques, avec grand plaisir. Voilà, la quotidienne, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous nos invités. Merci. Et puis merci à nous deux, finalement, Félix. Merci, on peut se remercier aussi mutuellement. Bon, voilà. Régis, quant à lui, qui est sur notre plateau, eh bien, continue avec vous. Vous le retrouvez maintenant dans Sport en scène. Et on se retrouve dès demain à 18h15 en direct sur LCN pour une autre quotidienne. Bonsoir. Bonsoir.
Matmut vous a présenté la quotidienne.